Alors, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir parmi nous un grand chercheur de littérature de jeunesse. Il s'agit de M. Hassan Ibrahim. Mais avant de le présenter, je voudrais tout d'abord remercier le directeur de l'École normale supérieure de Meknès pour ses efforts déployés pour la recherche scientifique et pour le soutien indéfectible. Je remercie également tous les collègues et les amis qui m'ont aidé dans la préparation de cet événement scientifique. L'intitulé de cette rencontre est le suivant: la littérature de jeunesse, une littérature à part entière. Quand j'ai contacté M. Hassan Ibrahim pour cette conférence, j'ai pensé immédiatement que le titre peut être le plus pertinent est celui-ci, c'est-à-dire la littérature de jeunesse, une littérature à part entière. C'est pour mettre d'abord l'accent sur l'aspect problématique de cette littérature et aussi, c'est-à-dire le statut incertain de cette catégorie littéraire. Je rappelle qu'on a un master ici qui s'intitule Pédagogie innovante de l'enseignement primaire, où il y a un module qui s'intitule Littérature de jeunesse, dans lequel j'essaye de rapprocher les étudiants de cette catégorie littéraire. Alors, Hassan Ibrahim, notre invité d'honneur, est un docteur en langue et littérature française. Ses travaux portent essentiellement sur les écrits à destination des enfants et des jeunes au Maroc et ailleurs. La littérature orale également pour enfants ou la culture javille d'une façon générale. Il a publié en 2011 un livre intitulé « La littérature de jeunesse au Maroc, approche historique et analytique chez les éditions européennes ». Il a publié également plusieurs articles sur la littérature de jeunesse. Ses recherches sur cette littérature de jeunesse ou d'enfance décrivent bien l'état et la situation de la lecture au Maroc. Parce que généralement, quand on traite de la littérature de jeunesse, on parle effectivement de l'importance de la lecture dans la formation psychologique des enfants et des adolescents, voire des adultes. Il fait de grands efforts, je parle bien évidemment de Hassan Ibrahim, de grands efforts pour faire connaître la littérature marocaine d'expression ou de langue française. Il est toujours invité dans le salon du livre pour animer des séances et présenter des livres, notamment les textes relevant de son champ de prédilection. La littérature de jeunesse est une littérature d'apprentissage. Elle permet aussi de repenser le réel et de lui donner un sens. Il s'agit d'un ensemble. Je propose maintenant une petite définition de cette littérature. Il s'agit d'un ensemble de livres destinés aux enfants et aux adolescents. Ces livres ne sont pas nécessairement dépourvus de littérarité, parce qu'on croit toujours, quand on parle de littérature de jeunesse, qu'il s'agit tout simplement d'un truc facile à lire. N'est-ce pas, c'est Hassan? Ou bien tout simplement d'une chose tout simplement ludique, dépourvu de la littérarité. C'est ce que les formalistes appellent la littérarité, c'est-à-dire ce qui fait d'un texte littéraire un texte littéraire. Quand on dit jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a une autre littérature pour adultes. Et cette littérature est problématique dans un certain sens, un autre sens, pardon, à savoir qu'il se définit par exclusion. Quand on dit littérature de jeunesse, ça veut dire tout simplement que c'est une littérature qui se définit par son public et non pas par son contenu, comme c'est le cas de la littérature générale pour adultes. La deuxième chose, c'est que cette littérature est une littérature image et non pas signée, parce qu'elle est toujours accompagnée par tout simplement des illustrations pour faciliter bien sûr cette compréhension, parce qu'on l'oublie souvent, cette littérature est destinée à des enfants et à des adolescents qui ne savent pas lire. D'où l'importance de l'image comme tout simplement support qui aide l'enfant lecteur de comprendre tout simplement l'histoire. Il s'agit de capturer l'attention de l'enfant et de lui donner tout simplement un moment de plaisir et d'apprentissage.
Hassan Ibrahim vient tout récemment de publier un livre qui s'intitule La littérature de jeunesse au Maroc, retour sur expérience chez les éditions Sagacita de Tanger. Il s'agit bien sûr de reproblématiser la notion de littérature de jeunesse, d'en faire l'état des lieux à travers 5 expériences littéraires des écrivains déjà consacrés. Il s'agit de l'écrivain arabophone Abdsalam Ahmed Abdsalam El-Baqali, de ténor de la littérature maghrébine de langue française Driss Raibi. On oublie souvent que cet auteur écrit aussi pour la jeunesse. On le connaît dans la littérature pour adultes, mais on néglige souvent qu'il écrit aussi pour la jeunesse. Et puis, le troisième cas, la troisième expérience littéraire, c'est celle de Habib Mazini. Et puis, Fouad Laroui et finalement Il Mustafa Bouinian, qui est un écrivain également pour la jeunesse et pour les adultes. Je cite entre autres La querelle des couleurs, l'anniversaire de Salma. Le livre de Hassan Ibrahim repense bien cette littérature tout en posant certains problèmes liés tout simplement à l'édition de cette littérature, à savoir d'abord le problème de la diffusion de cette littérature, dont souffre également la littérature générale, et aussi l'absence, comme il le dit, ce chercheur, l'absence d'une culture illustrative tout simplement dans l'esprit des écrivains marocains. Et puis aussi, on relève le prix exorbitant des prix tout simplement de ces livres destinés à la jeunesse. Et puis, tout simplement, le statut un peu minoritaire de la littérature face à des vérités tout simplement des masses médias, des réseaux sociaux qui captivent de plus en plus les jeunes au lieu tout simplement ce sont tout simplement des moyens qui perturbent, si j'ose dire, l'esprit des lecteurs. Sans trop tarder, je donne la parole à notre invité d'honneur, M. Hassan Ibrahim, pour tout simplement présenter d'une façon générale cette littérature de jeunesse. À vous la parole, c'est Hassan, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci, c'est Abdelwahd. En tout cas, un plaisir d'être parmi vous. Et je tiens bien entendu à remercier en tout cas celles et ceux qui ont, je dirais, mis les mains et les pieds pour sortir de cette journée, ou bien ce débat de la puissance en acte. L'administration, les étudiants, les professeurs, et puis également un plaisir pour moi de voir certains de mes amis, c'est Smilali, et puis d'autres que j'ai eu en tout cas l'occasion de voir ce matin. Pour le débat d'aujourd'hui, donc avant de revenir en tout cas au Maroc, donc je tiens d'abord donc à contextualiser un petit peu ce genre que c'est Abdelwahd. Donc il a relevé un certain nombre de choses, des questions de statut, des questions bien sûr de fonctionnalité, des questions liées à la définition, et puis des questions qui est liées bien entendu à son statut, je dirais, au Maroc. Mais donc avant de parler du Maroc, donc je voudrais dire juste un petit mot de l'histoire de cette littérature, que ce soit en Occident, dans le monde arabe et enfin au Maroc. En tout cas, on a le temps, donc si vous avez, c'est Abdelwahd, tu peux toujours m'arrêter donc à n'importe quel moment. Et puis s'il y a des questions, moi je suis ouvert à toutes les questions. Voilà. Donc pour l'histoire de la littérature de jeunesse, donc il est tributaire tout d'abord de la notion de l'enfance et de la jeunesse, donc d'une façon générale. Et l'histoire, bien entendu, de ce genre, il est intimement lié à l'émergence de sentiments de l'enfance et de la jeunesse. Et la naissance, en tout cas, de cette littérature, notamment en Occident, donc suit progressivement, que ce soit également dans le monde arabe, d'une façon générale, progressivement, je dirais, le développement de cette conception à travers les siècles. D'accord. Donc, et puis,
là, la découverte de l'enfant et de sa littérature, bien entendu, et dès lors, il s'inscrit dans un itinéraire évolutif qui est ponctué d'un certain d'interrogations, de remises en question, que ce soit relative à cette institution de littérature de jeunesse et également à son public, d'une façon, je dirais, protéiforme. Et remonter, bien entendu, aux origines de ce genre nous semble fonctionnel. Par exemple, dans cet ordre, la notion de l'enfance, comme l'a montré Philippe Ariès, qui est un grand spécialiste, qui a écrit l'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime. Il se dégage, bien sûr, je parle de la notion de l'enfance, il se dégage vers le XIIIe siècle, notamment, et le XVIe siècle, mais ne s'affirme, en tout cas, toutefois, qu'à la fin du XVIe siècle. De même, comme l'a rappelé Jean de Vigry, donc, dans son livre intitulé L'institution des enfants, il disait qu'un système complet d'éducation se met en place en proposant de mener l'enfant au berceau à l'entrée dans la vie. Et la philosophie, bien sûr, médiévale ne fait pas de distinction entre l'enfant et l'adulte. La seule préoccupation, là je parle bien sûr du Moyen-Âge, de cette philosophie, en parlant toujours de l'enfant, c'était son âme, c'était l'âme de l'enfant et son statut, bien sûr, après sa mort. Et ce dernier, donc, il est considéré comme faible. Et d'ailleurs, là, chez certains philosophes arabes, notamment, je dirais, Al-Qabisi, je pense, certains philosophes du Xe siècle, ils ont en tout cas la même conception de l'enfant. Donc, il est faible, il est irrationnel, et son innocence, il est même nié. Il est victime, bien entendu, d'une tradition pédagogique qui est en quelque sorte répressive. Le Moyen-Âge, il propose bien sûr une image négative de l'enfance. L'enfant n'apparaît guère dans les œuvres médiévales, tant picturales que, bien sûr, littéraires. Et certains humanismes, notamment Erasme, donc dans la première moitié du XVIe siècle, il accorde une importance particulière à l'éducation intellectuelle de l'enfant depuis l'âge de 3 ans. On retrouve également la même chose chez Michel de Montaigne, qui n'a pas hésité à déclarer son attitude à l'égard des enfants. Et là, j'ai une petite citation, en parlant bien entendu des jeux qui font également partie de cette littérature, ou bien de ce folklore de l'enfance ou de l'enfance, on peut dire. Il disait, comme de vrai, donc là en parlant des jeux, il faut noter que les jeux des enfants ne sont pas, pour l'enfant, ne sont pas jeux. Et il faut les juger en eux comme leurs plus sérieuses actions. Donc pour l'enfant, le jeu, ce n'est pas un jeu, c'est une action. Et vers la fin, bien sûr, du XVIe siècle, et suite à la réforme, nous assistons à une floraison d'écoles en Europe. Au XVIIe siècle, donc, on voit que l'enfant, il est présent, et je dirais, ce statut, il commence à s'affirmer. Ainsi, une vision, je dirais, nouvelle de la nature de l'enfant s'annonce. En tout cas, on commence à considérer, je ne sais pas si on peut dire, ou si c'est un anachronisme, son individualité. Ça, déjà, c'est quelque chose de très important. Et puis, l'émergence d'une production littéraire destinée à l'enfant, il commence à être en quelque sorte perceptible. Et les premières ont vu le jour, notamment en Angleterre et en France. Il y a l'apport, bien sûr, de Charles Perrault, et puis il y a l'apport de Fénelon. Bon, certes, Fénelon, c'est un percepteur, tout le monde connaît les aventures de Télémaque, mais c'est là on voit également vous l'avez signalé au départ, c'est Hadji. Donc, au départ, la relation entre la littérature adulte, la littérature de jeunesse, puisqu'il y avait certains corpus qui étaient destinés à l'enfant il y a longtemps, et puis aujourd'hui, ils sont lus par des adultes, et c'est ce qu'on peut considérer en tout cas comme des frontières qui sont poreuses donc, entre ces deux genres. En tout cas, les premiers livres donc, scolaires, les manuels notamment de bienscience,
atteste qu'à cette époque, on songe à former des enfants sans prendre en considération leur nature ni leurs moyens. Et toujours Philippe Ariès, qui est un grand spécialiste en tout cas des questions liées à l'enfance à l'époque, il disait que les civilités, elles conservent leur aspect traditionnel, mais elles réservent de plus en plus de place à des conseils éducatifs et à des recommandations qui s'adressent seulement aux enfants, à l'exclusion, bien sûr, des adultes, comme le comportement de l'écolier. Et le XVIIe siècle, en tout cas, avoir un certain nombre de choses, et il marque un progrès dans l'attitude à l'égard de l'enfance par rapport, bien entendu, au XVIe siècle. Et cette évolution, comme je l'ai dit, il est perceptible au niveau de la prise de conscience de l'innocence enfantine. Ça, c'est très, très important. Et puis, ce sentiment, il est manifesté clairement, d'une part, par l'apparition des livres classiques expurgés, et d'autre part, bien sûr, par l'émergence d'une littérature pédagogique et chrétienne, parce que bon, là, le substrat religieux, il est très présent, en tout cas, dans ces livres. Et là, du coup, on peut dire que le XVIIe siècle, il marque un coup d'envoi pour cette littérature. Et bon, il y a un certain nombre de publications qui ont vu le jour. Donc, il y a les contes de ma mère Loi, donc de Charles Perrault, hein, qui ont vu le jour, bien que, bien sûr, il y a à dire au niveau de ce corpus, parce que c'est vrai que, en tout cas, il y a la présence du personnage enfant dans ces contes, bien que un certain nombre de ces contes, au jour d'aujourd'hui, donc, ils comportent un certain nombre de choses qui peuvent choquer. Par exemple, je ne sais pas, la Barbe Bleue, qui est un conte qui est un petit peu violent. Hein. Il y a le personnage principal, il tue à chaque fois ses femmes, donc il y a du sang, il y a beaucoup de choses qui peuvent choquer l'enfant. Et puis il y a Podane également, il y a l'inceste, parce qu'il y a le prince, en tout cas, il a perdu sa femme, donc il va épouser, entre guillemets, sa fille. Donc il y a des choses qui peuvent choquer. Et je pense, en parlant de ça également, c'était l'occasion, il y a Souad Jam'i qui a publié un livre, c'est une pièce de théâtre. Si vous avez l'occasion, en tout cas, de l'inviter, c'est très, très intéressant, parce que je pense que c'est un corpus très, très intéressant pour travailler sur le conte, et puis pour essayer également de remettre en question les personnages quantiques de façon générale, de Shahrazad jusqu'à je dirais, La Belle au bois dormant, et en passant par Podane, etc., etc. Donc, il a fait une lecture critique, mais à travers un travail artistique, notamment du théâtre, qui est très, très, très bien fait. Mais bon, de toute façon, c'était... j'ai dit au niveau du XVIIe siècle, donc il y a beaucoup de choses quand même qui ont été faites, mais il faut les mentionner. En tout cas, Fleurs et Cactus, donc il y a des choses qui sont très, très intéressantes, d'autres choses sur lesquelles il faut revenir. Et cette littérature, donc malgré toutes ces prémices, a du mal à se faire reconnaître en tant que genre spécifique. Donc là, je parle du XVIIe siècle. Mais d'ores et déjà, la notion d'enfance, il commence à prendre l'importance. Il est au cœur des débats pédagogiques et religieux de l'époque. Bon, il y a un certain nombre de grands auteurs tels que La Fontaine, Fénelon, Perrault, etc., pour ne citer que ceux-là, qui se sont intéressés à la première fois à cette problématique. Donc, il y a un certain nombre de livres également qui ont été publiés, notant par exemple Traité de l'éducation des filles de Fénelon. Et il y a, comme je l'ai en tout cas, comme je l'ai dit, il y a, je dirais, une chose sur laquelle je voudrais revenir. C'était une citation qui est une citation qui est tirée des contes de Perrault. Et je considère que lui également, il a une acception, on peut dire, avant-gardiste, en tout cas de la matière littéraire pour enfants. Bon, déjà à l'époque, ça veut dire que le livre pour enfants, il doit
il doit être un produit qui prend le fond et la forme, parce que c'était ça le livre pour enfants. Donc, mais ça, on va en revenir ultérieurement sur la question du fond et la question de la forme. Il était l'un des premiers, en tout cas, je ne retrouve pas la citation, mais il était l'un des premiers auteurs à insister sur cette question. Donc là, le XVIIIe siècle, notamment la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on voit que la littérature de jeunesse est née en tant que catégorie originale, hein, si on peut dire. Et cette naissance, je dirais, douloureuse, il est lié à un climat, je dirais, marqué par l'émergence des idées philosophiques, donc là, l'évolution des mentalités et notamment les influences étrangères. Et cette osmose, bien entendu, il débouche sur une nouvelle conception de l'enfance et de l'adolescence. Et c'est là, notamment, grâce aux travaux, surtout de Rousseau, il y a une petite définition, en tout cas, il met en question l'âge, il met en question un certain nombre de choses qui sont liées à l'enfance. Et la première moitié, bien sûr, il marque par une évolution au niveau du sentiment de l'enfance. Mais en effet, en Angleterre et dans certains pays limitrophes, la montée de la classe moyenne, et ça également c'est très très intéressant, la classe moyenne, je pense que c'est un par rapport, la classe aristocratique devenue de plus en plus influente et aisée grâce au développement bien sûr du commerce et de l'industrie. Il contribue à la conception moderne de l'enfant et de l'adolescent, hein, pourquoi pas. Et désormais, ce dernier va bénéficier d'un certain assouplissement de la rigueur et de l'austérité religieuse, hein, qui a marqué le XVIe siècle notamment. Un nouveau mode de vie, il s'impose, notamment il y a l'esprit de la famille, et ça c'est très très intéressant, l'esprit de la famille, parce que de toute façon, quand la notion de la famille, il est très très importante également pour, je dirais, l'épanouissement de l'enfant et pour l'intérêt, tout l'intérêt qu'on porte à l'enfant, la condamnation de certains mœurs, et puis une certaine libéralisation également. Il commence à grignoter l'institution religieuse. Et l'amour de l'enfance également, il commence à s'installer, à ressortir. Le XVIIIe siècle également, il a vu un éveil sur le plan pédagogique qui est marqué notamment par l'apport de Locke, John Locke, hein, et par celui de certains philosophes de lumière en la matière. Donc là, John Locke, il a publié les pensées sur l'éducation et je pense que ça a révolutionné en tout cas l'acte pédagogique et même la notion de l'enfance. Et là, je pense que l'intérêt également porté à la pédagogie commence à s'accroître. Les mœurs, au niveau des mœurs scolaires, connus un certain adoucissement, notamment avec l'apparition de l'Émile en 1762, qui est une sorte de manifeste, je dirais, en faveur de l'enfance. Et ici, Rousseau, il met définitivement la fin à cette confusion entre l'enfant et l'adulte, hein. Je pense qu'il était le premier à traiter la notion de l'âge. Il disait, je cite une petite citation, chaque âge, chaque état de la vie a sa perfection convenable à une sorte de maturité qui lui est propre, hein. Nous avons eu parlé d'un homme fait, mais considérant un enfant fait. Donc ça, moi je pense que c'est très très considérant un enfant fait. Et c'était très très intéressant. C'est pour cette raison-là, j'ai dit donc en introduction que l'état de la littérature de jeunesse, sa situation, il est lié, il est tributaire bien sûr de l'état de l'enfant. Ce spectacle donc sera plus nouveau pour nous et ce ne sera pas moins agréable. Donc, toutefois, je dirais, il y a également un point qui est très très important, c'était la morale laïque qui s'installe. Qui a marqué la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il y a une morale laïque, il y a une morale déiste, contrairement bien sûr au XVIIe siècle, qui prend une morale qui est un petit peu, disons, austère et rigide. Ainsi, la religion est reléguée au second plan. Et même les références à la Bible qui ont émaillé les productions précédentes se font de plus en plus
de plus en plus rares. Donc, pour le 19e siècle, il y a également il y a beaucoup de choses donc, qui verront, en tout cas, il y a une floraison d'ouvrages écrits à l'intention des enfants et qui dépassent, bien sûr, en dépassant par leur portée le cadre, bien entendu, de cette littérature. Et leur objectif, bien entendu, pour certains, donc, et là, vous l'avez rappelé au départ, la littérature de jeunesse, il est aujourd'hui, donc c'est une littérature, donc pour certains cas, une littérature à thèse. Hein. On va voir ça donc quand on va parler du monde arabe. À un certain moment, la littérature de jeunesse, il véhicule une idéologie baptiste, que ce soit en Irak, en Syrie, etc. Donc, la littérature du jeunesse israélien aujourd'hui, donc il fait de même. Et je pense que au 19e siècle, en tout cas, ça a en quelque sorte, il y a également ce côté. Hein. Donc, jusqu'au 1830, par exemple, il y a une coloration religieuse, mais la deuxième moitié, au-delà de 1830, ce côté religieux commence, bien entendu, à disparaître. Donc, il cherche à répondre normalement à une morale chrétienne au plus grand nombre d'enfants. Mais la production est soumise à un discours normatif, il véhicule un contenu dogmatique. Donc, au 19e siècle, donc, il y a les deux poids, deux mesures. Et les écrivains, en tout cas, certains écrivains, parfois, ils condamnent l'imagination et la fantaisie. Et là, c'est une partie, en tout cas, de certains pédagogues au niveau du 19e siècle. Mais il y a ça. Et puis, il y a l'autre question, en tout cas, qui est liée au 19e siècle. L'autre force, c'est qu'il y a la publication de la presse pour enfants. Donc, il y a un certain nombre de, je pense, 2, 3 magazines pour enfants. Il y a l'illustration également qui a connu, qui a pris une place importante au niveau de cette littérature. Et puis, il y a également en Angleterre, donc, il y avait une floraison, en tout cas, de cette littérature. Et ça a des influences également au niveau de ce qui se fait en France. Au XXe siècle, donc là, on assiste bien entendu à, je dirais, pour la première fois, il y a un genre qui marque cette littérature, c'est notamment ce qu'on appelle l'album. Parce que c'est une catégorie générique qui est originale et qui est née dans les années 30. Je ne sais pas si vous connaissez l'album de Babar, donc, qui est les albums également de Pierre Castor. Et en 1949, je pense, en France, il y avait une loi. C'était la loi, ce qu'on appelle la loi de juillet 1949 sur les écrits à destination des enfants et des jeunes. Et cette loi a eu lieu généralement pour contrecarrer à l'époque les comics américains, donc la culture américaine qui commence également à grignoter le monde occidental. Et c'était également pour canaliser en quelque sorte la production à destination des jeunes, notamment vis-à-vis d'un certain nombre de thématiques. La thématique, par exemple, de la sexualité, la thématique du racisme, la thématique de la violence, la thématique, etc., etc. Mais aujourd'hui, cette loi a été dépassée, donc, voire même là, et ça également, c'est un problème de littérature de jeunesse, donc en Occident, puisque bon, là, on voit une littérature, par exemple, qui commence à vanter l'homosexualité, qui commence à vanter que ce soit l'homosexualité masculine et féminine, qui commence bien sûr à prôner un certain nombre de valeurs, valeurs entre parenthèses, qui sont des valeurs occidentaux. Et moi, j'ai cette casquette également de bibliothécaire, de médiathécaire, donc je vois ce qui se publie, je vois ce qui se fait. Donc là, des fois,
il faut à chaque fois faire, je dirais, le taux de censure et la censure, même par rapport au public avec qui nous travaillons. Mais bon, de toute façon, et puis il y a, au niveau du 20e et 21e siècle, il y a un certain nombre de catégories qui ont vu le jour, notamment la bande dessinée, l'éclosion de la bande dessinée, l'album, donc les livres sans texte, ce qu'on appelle les pop-up, c'est-à-dire des livres assistés, c'est-à-dire on ouvre le livre et puis vous avez un animal qui sort, vous avez la scénarisation de l'histoire, vous pouvez écouter, vous pouvez, etc., etc. Donc faire parler les personnages, tout ça, c'est toute une industrie, parce que bon, n'oublions pas, en Occident, la littérature jeunesse, c'est l'un des secteurs qui fait également un chiffre d'affaires phénoménal. Hein. En France, par exemple, c'est l'une des productions qui fait... Et tout ça, c'est lié, bien entendu, également à une économie qui se développe hein, à ce niveau. Et puis, ça, pour l'Occident, je ne veux pas tarder beaucoup sur ces questions, mais bon, de toute façon, je suis à vous après pour ces questions. Et puis, quid du monde arabe? Donc là, c'est la question qu'il fallait se poser. Moi, je pense que les Arabes, en tout cas, le monde arabo-islamique d'une façon générale, depuis la nuit du temps, ils accordent une grande importance à l'éducation et de la progéniture. Hein. Donc, il y a cette éducation. Quand je dis souvent, là où il y a enfance, il y a littérature d'enfance. Mais comment? C'est ça la question. Donc, je vais répondre à cette question. L'enfance, donc, a donc son folklore. L'enfant, chez toutes les nations, dans tous les pays, dans tous les coins du Maroc, ailleurs, etc., il a son folklore qui touche à toutes les situations de la vie, hein? Que ce soit les jeux, que ce soit le sommeil, l'instruction, les conseils, les rites de passage. Donc, il y a certains rites de passage qui ont également leur je dirais, rituel. Et l'héritage, notre héritage poétique, je dirais populaire en la matière, il est très dense et très diversifié. Hein? D'accord? Donc là, il contient des fresques poétiques, puisque comme on dit, généralement, l'enfant, il sort du ventre de sa maman pour tomber dans le ventre de la parole. Donc là, toutes les paroles, donc à un certain moment, vous avez un certain âge, vous avez l'enfant, notamment entre 0 et 4 ans, généralement, il est dans un environnement féminin. Donc, on le veut ou non, et c'est ce qu'on certains cherchent sur le plan anthropologique, qualifient même de phase matriarcale. Donc, on passe, donc là, il faut en être fier, par une phase qui est, et la femme, elle est là pour inculquer un certain nombre de choses, c'est elle qui transmet donc, la culture, c'est elle qui transmet un certain... Et puis, tout est langage. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle, cette littérature, c'est ce qu'on appelle la littérature au berceau. Donc, c'est une littérature au berceau. Donc, les comptines, etc., etc. Et tout ce qui peut être également en interaction avec l'enfant, même ce qu'on appelle les invectives, ce sont des invectives qui ne sont pas, c'est des invectives qui sont heureuses. Quand on dit... la maman disait à son enfant Al-Khanz, Hachakoum, donc c'était pas pour qu'il ait le faire à la terre, ce n'est pas, c'était justement pour le chatouiller, pour parler avec lui. Et la notion de plaisir, je pense, il naît dans les premiers jours, parce qu'un enfant, quand il écoute une voix, donc il se tait, et puis quand on se tait, il pleure. Donc là, la notion de plaisir, donc il est là, donc il est présent dans les premiers jours de cet enfant. Et tout ça, bien entendu, c'était les premières, je dirais, gestes de littérature, je dirais, d'enfant. Et donc cet héritage, en grande partie, il est oral, il est véhiculé par des personnes généralement âgées, grand-mère, grand-père, les mamans, les personnes en tout cas à qui on confie...
je dirais, l'éducation. À cela, bien entendu, s'ajoute, quand on parle bien sûr du monde arabo-islamique, la période anti-islamique, le Jahiliya, il y a beaucoup de poètes qui ont vanté, malgré en tout cas ce qu'on dit, qui ont vanté l'enfant. Il y avait un poème, je ne me rappelle plus, Atfaluna, Tamshi, je ne me rappelle plus en tout cas du vers, mais bon, l'enfant, il était présent en tant que thématique au sujet de prédilection, bien sûr, dans beaucoup de travaux. Et puis, dans certains tribus également arabes anciens, pour parler du monde arabe, il y a ce qu'on appelle des conteurs, ce qu'on appelle shu'ara rababa en Égypte, qui chantent, bien sûr, un certain nombre de corpus, qui ont fait même, je suis peut-être, je suis vieux, donc que vous, on a consommé à un certain moment de notre âge, ce qu'on appelle la chanson de geste, ou bien les récits hippiques arabes, Saif Diazan, l'Amir Dilhima, et puis il y avait Antar ibn Shiddad, etc., Abu Zayd al-Hilali. C'est des personnages, en tout cas, qui ont fait notre bonheur à un certain moment. Et là également, donc là, est-ce que c'est pour enfants, est-ce que c'est pour adultes, mais bon, ils étaient là, donc ils étaient racontés, ils étaient écoutés. Et l'enfant ne vit pas, contrairement à ce qu'on pense, il ne vit pas un vide total au niveau de l'imaginaire. Donc, sa personnalité, elle reste marquée par un milieu riche en orature, donc orature ou la littérature orale, sous toutes ses formes, les contes, les comptines, les histoires de personnages illustres, etc., etc. Et je pense que l'inculcation de cette culture, quoique populaire, était même, je dirais, au cœur d'un système éducationnel depuis l'âge d'or islamique. Hein. Je ne sais pas, c'est la notion ou bien l'institution de précepteur, ça existe également donc, chez les Arabes au Xe siècle, etc. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas, les conseils de Hisham ibn Abd al-Malik, qui est un calife Umayyad, Khalifa Umayya, pour son précepteur, c'est-à-dire le précepteur de son petit-fils, il lui disait ici, donc, il est en train de lui donner des conseils, des recommandations pour l'éducation de son fils. وأول ما أوصيك به أن تأخذ بكتاب الله ثم أرويه من الشعر أحسنه ثم تخلل به في أحياء العرب فخذ من صالح شعرهم وبصر بطرف من الحلال والحرام حتى الحرام. Il faut en tout cas lui rappeler un certain nombre de choses. والخطبي أو المغازي. Donc là, il y a cet héritage, en tout cas culturel, imaginaire, il fait partie de l'éducation à une certaine époque. Et puis, bon, là, vous avez à un certain moment, notamment le 8e siècle, il a été marqué par la publication de Kalila wa Dimna, qui a été traduit par Ibn Muqaffa, qui sont des fables, je dirais, bon, de toute façon, qui ont marqué également, bien que c'est un livre qui met en scène, bien sûr, des animaux, des oiseaux, etc., etc. Bien que le poids, bien entendu, de la symbolique fait un grand livre de sagesse orientale. Et c'est un univers qui nécessite, bien sûr, un investissement au niveau, parce que on ne va pas dire que Ibn al-Muqaffa, il est destiné aux enfants. Aujourd'hui, on le voit adapté, approprié. Pourquoi? Parce que ça nécessite, pour l'appréhension de ces histoires, des degrés d'abstraction qui peuvent passer, par exemple, les degrés d'abstraction de l'enfant. Donc, il y a beaucoup, dans le monde arabe, la littérature pour la jeunesse publiée, il y a beaucoup d'expériences inauguratrices qui datent de fin du 19e siècle, début du 20e siècle, notamment... il y avait le travail de traduction des fables de La Fontaine. Ça a commencé par la traduction, notamment les travaux de Mohamed Atman Jalal, qui a fait l'Iyawaqid fi al-Amthali wal Mawa'id, qui est une traduction des fables de La Fontaine. Et puis, il y a le travail également d'Ahmed Shawqi, qui a fait Amir Shu'ara, donc qui a traduit et qui a adapté les fables
de La Fontaine, il disait donc dans ce sens, en parlant bien entendu de ces travaux qui ont été destinés aux enfants. جربت خاطري في نظم الحكايات على أسلوب لا فونتين الشهيرة وفي هذه المجموعة شيء من ذلك فكنت إذا فرغت من وضع أسطورتين أو ثلاث أجتمع بأحداث المصريين الأحداث les enfants donc les mineurs وأقرأ عليهم شيء منها فيفهمونه لأول وهلة ويأنسون إليه ويضحكون من أكثره ونستبشر بذلك وأتمنى لو وفقني الله لأجعل الأطفال المصريين مثل ما جعل الشعراء للأطفال في البلاد المستحدثة منظومات قريبة للمتناول bon etc etc donc là on voit que généralement il y a en tout cas cette hantise en tout cas de créer quelque chose pour les enfants en tout cas écrite une littérature écrite qui est en quelque sorte l'imitation de ce qui se fait en Occident. De même, et puis il y a le poète égyptien également au début du XXe siècle, Ibrahim Arab, qui a écrit également, qui a fait la même chose. Donc là, on s'appuie sur les fables pour bien entendu créer pour les enfants. On prend ça pour modèle. Il y a Mohamed El-Harawi et puis il y a le grand poète en Égypte, en Irak, Marouf al-Roussafi, il y a Mustafa Jawad également qui a fait un certain nombre de choses, un certain nombre de publications pour les enfants. Et Marouf al-Roussafi, généralement, il a publié des œuvres poétiques. C'est un grand poète, notamment le Mahfoudat al-Tifliya. Il a écrit ça. Et puis Tama'im ou Ta'lim ou Tarbiya, c'est des livres qui servent, en tout cas, ils ont une coloration pédagogique. Ça veut dire que c'est des corpus qui servent, bien entendu, comme auxiliaire pédagogique dans la classe. Et Marouf al-Roussafi, moi je me rappelle, quand on était au primaire, on avait appris beaucoup de choses de ces poèmes. Hein. Je ne sais plus bon, s'il y a des personnes qui sont de mon âge. Il y a un poème, il est en train de faire la description d'une mendiante. Bon, de toute façon, on avait appris. Moi, j'ai appris par cœur ça, et puis ça reste. Et puis, on va dire que généralement, et puis après, il y a un grand effort dans le monde arabe de traduction. Il y a beaucoup les classiques, notamment les classiques français, et certains classiques anglais. Et là, je cite Charles Dickens pour Olivier Twist, La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas également, et Les Aventures de Tom Sawyer de Mark Twain. Il y a L'Oiseau du Paradis d'Oscar Wilde, etc., etc. Alice au Pays de Merveille. En tout cas, une grande partie des contes de Charles Perrault ont été également traduits en arabe. Et puis, bon, il y avait également certains contes des Mille et une nuits qui ont été réécrits, adaptés. Les fables, bien sûr, de Kalila Wadimna, les histoires de Juha. Je ne sais pas, là, pour Juha, ça pourrait être intéressant. C'est également, si tu peux l'inviter, il y a Fawzi Sqli qui a fait un excellent travail, une étude sur les contes de Juha. Donc, c'était chaque conte, et puis sa morale, et puis un petit commentaire. Moi, je l'ai présenté donc, il y a l'année dernière, et c'est quelqu'un également, c'est très très intéressant, parce que les contes de Juha, il y avait un ouvrage, je ne sais pas si certains également parmi vous s'en rappellent, Nawadir Juha, qui était publié, donc, je pense, au Moyen-Orient, et qui a circulé beaucoup au Maroc, qui reprend un certain nombre de contes. Et on l'a consommé, mais bon, de toute façon, les contes de Juha également, il y a tout un travail d'adaptation sur le plan linguistique, sur le plan même de contenu à faire. Mais en tout cas, ils étaient là. Donc, et la littérature occidentale également donc, a fait l'objet de beaucoup de traductions.
Et il y avait un certain nombre de maisons d'édition, que ce soit en Égypte, que ce soit au Liban, que ce soit en Irak, à l'époque, la belle époque, je dirais en Syrie également. Il y avait beaucoup de travaux qui ont été publiés. Il y a même des maisons d'édition comme Dar al-Ma'arif, qui a été créée et qui a fait beaucoup de choses à une certaine époque. Bon, c'est vrai, comme je l'ai rappelé précédemment, cette littérature, c'est une littérature à thèse. Je ne sais plus si vous vous rappelez, début des années 70, il y a beaucoup de revues. Il y a même certains des magazines, le Mizmar par exemple, qui vient de l'Irak, qui coûtait, moi je l'ai acheté à 50 francs, donc 50 francs, début des années. Mais ça a fait notre bonheur. Sauf que c'est une littérature qui est à thèse à 100%. Il véhicule en tout cas l'idéologie baptiste, voire même il y a certains livres qui sont distribués gratuitement, donc qui ne coûtent rien. Parce qu'avoir en tout cas le fond et avoir la forme, surtout, c'est des livres qui coûtent, qui sont très onéreux sur le plan, mais qui étaient là. Et puis, on a un certain nombre d'écrivains, Kamil Kilani, Mohamed Saïd Al-Arian, Hussein Bakar. Hussein Bakar, il est également artiste. Hussein Bakar, je pense que c'est quelqu'un qui a enseigné également à l'Institut du Beaux-Arts de Tétouan, donc fin des années, je pense, c'est début des années 40, et qui est un grand artiste qui a fait beaucoup pour l'illustration pour la jeunesse, notamment dans le monde arabe. C'est une... Et puis, après, dans les années 70, il y avait une maison d'édition, c'est Dar al-Fatah al-Arabi, qui a été fondée en Égypte et qui regroupe, bien sûr, cette maison d'édition. Il a fait beaucoup, mais il a un objectif. Il regroupe d'intellectuels, il regroupe des écrivains, il regroupe des illustrateurs arabes pour servir en premier lieu la cause palestinienne et la sensibilisation, bien sûr, des enfants et de la jeunesse arabe. La qualité, bien sûr, de ces publications n'a pas laissé de génération d'enfants insensibles à la lutte de l'enfant et du peuple palestinien, notamment le personnage. L'un des personnages, c'est le personnage, chaque fois c'est un Palestinien, c'est un enfant palestinien, et puis c'est une façon déguisée, je dirais, de sensibiliser les enfants, la progéniture, Nachia, d'une façon générale, à cette cause, et puis bon, il y a Daïra Taqafat al-Atfal, et puis en Algérie, par exemple, il y avait un grand projet de publication de bandes dessinées. Ça a été initié par la SNED, c'était la Société nationale de distribution. Et il y avait je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas, je l'ai invité il y a 8 ans ou 2 ans à l'Institut. C'était Slim, il s'appelle Slim, c'est son nom. C'est un grand scénariste de bande dessinée et c'est un grand dessinateur également. Mais malheureusement, le projet n'a pas fait long feu, donc ils ont publié quelques séries. Et pour certains de ces scénaristes, ils sont partis en France, notamment, je pense, Boujlal, Rachid Boujlal, qui a publié un certain nombre de bandes dessinées en France. Voilà, donc pour le monde arabe, et ça continue aujourd'hui. Mais je pense que dans le monde arabe, la littérature jeunesse, notamment, il a reçu un coup dur depuis les débuts des années 90, parce que les guerres, la guerre en Irak, les problèmes, bien sûr, politiques en Égypte, en Syrie, plutôt en Liban, et puis après la Syrie. Et vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Donc là, ça a en tout cas amoindri l'élan de la production et l'élan en tout cas esthétique à ce niveau. Bon, pour le Maroc, donc
la littérature de jeunesse, bon, j'ai essayé en tout cas de faire une certaine périodisation, c'est-à-dire entre 1900 jusqu'à 1990, c'est un petit peu, vous allez me dire, oui, vous avez pris, je dirais, une période très, très longue, c'est presque 75% du XXe siècle, et puis vous avez la deuxième phase. En tout cas, au Maroc, comme je l'ai dit, à part, bien entendu, la littérature orale pour la jeunesse que tout le monde partage, qui est la chose la mieux partagée à un certain moment de l'histoire, et même au jour d'aujourd'hui, ça commence à régresser, donc compte tenu d'un certain nombre de choses liées à le développement familial, le développement de la société, etc., etc. Donc la première expérience qui a vu le jour, c'était dans les années 20, les années 25, entre 25 et 28. En tout cas, c'était une expérience, c'est l'expérience de Feu Al-Fassi, qui a tenté, bien entendu, de concevoir un produit pour les jeunes. Ça s'intitule Riyad al-Atfal. Donc j'ai pu mettre la main sur le document, parce que ça n'a pas, malheureusement également, le projet n'a pas vu le jour. Bon, j'ai eu les textes, parce que, comme il le conçoit, c'est un ensemble également de fables. C'est à peu près la même chose, hein. On voit dans le monde arabe, ça a commencé par les fables, etc., etc. Mais c'est des petits poèmes, donc, qui ont l'allure, je dirais, d'une fable, avec une petite idée, et qui ont une coloration patriotique, qui ont une coloration. Bon, je comprends, parce que c'est ça, moi, j'ai beau chercher au niveau de l'histoire, et c'était ça mon objectif. Bon, c'est un petit peu ambitieux, mais bon, parce que la question, c'est d'écrire, quand on voit l'histoire de la littérature au Maroc, il y a beaucoup de choses qui manquent, hein. Vraiment. Moi, j'ai cherché, en tout cas pour la question de littérature jeunesse, j'ai essayé de tout ramasser, les manuels scolaires, les almanachs, les civilités, les questions, des petits manuels, des trabiya, des tahdib, etc., etc. Donc tout ça, c'était... Mais à mettre la main sur les manuscrits, c'est un petit peu difficile. Par exemple, j'ai trouvé, donc en cherchant, j'ai trouvé un petit album. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas publié au Maroc, mais j'ai dit, bon, tiens, ça se passe au Maroc, il faut l'interroger, qui s'intitule Nan au Maroc. Nan, c'est un nom propre. Nan, c'est le nom d'une fille qui a été publié par un Français, c'était en 1927. Et ça a été préfacé par le résident général à l'époque, c'était Lyoté, donc le texte je l'ai, donc j'ai fait une photocopie, j'ai pu avoir une photocopie donc en France. Et c'est un album, bon, c'est vrai que le texte, il y a une coloration en quelque sorte coloniale, il y a une coloration ethnographique, etc., etc. Mais c'est très, très intéressant parce que c'est en quelque sorte, après moi j'ai fait mes investigations, ça a été distribué aux fils de colons qui font leur scolarité au Maroc à un certain moment, donc c'est comme une sorte de lecture suivie. Mais il était là. Donc là, Al-Fassi, il a commencé, bon, il a fait ce projet. Le projet, bien sûr, n'a pas abouti. Il va être republié dans le cadre des travaux de Al-Fassi par Abdelali. Je pense, je ne me rappelle plus comment c'est son nom, Abdelali. Je pense Abdelali, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus le nom. Il a regroupé les travaux de Al-Fassi et puis il y avait en quelque sorte l'ébauche de ce projet. Dans les années 30 également, dans certains travaux bibliographiques, notamment un travail de Abdelmjid Ben Jelloun, je n'ai pas Abdelmjid Ben Jelloun, l'Arabi Ben Jelloun. Donc il a cité un petit texte qui a été publié à Fès en 1936 qui s'intitule Juha al-Fassi ou Juha al-Mrakchi. Donc, mais le texte, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai juste trouvé la maison d'édition, en tout cas l'imprimerie qu'il a publiée, c'était
l'imprimerie André à Fès à l'époque, mais je n'ai pas trouvé le texte. Et puis après, c'était très sporadique. Hein. Puis il n'y a plus rien. Il y avait le Mulhaq Taqafi le journal L'Alem en 1946 qui ont publié également un supplément culturel pour les enfants. Et également ça n'a pas fait long feu. Les années 50, il y a quelque chose de très important. Les années 40 même, hein, en 1947, je pense, ma mémoire est bonne, sinon vous me corrigez, il y avait Ahmed Sfraoui qui a publié Le Chapelet d'Ombre. Là, il y a toute, je dirais, ce qu'on appelle une perspective juvénile qui traverse certaines œuvres littéraires. Pourquoi Ahmed Sfraoui? Parce que j'ai lu les contes de Chapelet d'Ombre. Pour certains, il y a la présence de l'enfant, parce que tout est raconté dans le prisme d'un enfant. Charles Bon, qui vient de nous quitter, dans un article où il parle de la littérature de jeunesse maghrébine et immigrée, il parlait de ce livre comme étant l'un des fondateurs de la littérature de jeunesse. Même si, généralement, pour la critique au Maroc, ils l'ont considéré comme il est considéré comme un texte pour adultes. Et moi-même, une fois, donc, quand je fais mon travail, je l'ai croisé donc, à Khalil Wadimna, Ahmed Sfraoui, il est encore vivant. Je lui ai posé la question, parce que il m'a dit oui, c'est vrai que... Et d'ailleurs, il a publié, je pense, 2 recueils de contes pour enfants, qui s'inspirent du Chapelet d'Ombre. Et je pense que la thèse de Charles Bon, donc il est sur la bonne voie. Il a parlé de Sfraoui. Il avait parlé également à un certain moment, je pense, il y avait comment il s'appelle? Milud Pharaon, oui, Milud Pharaon, le fils de pauvre. Parce que bon, de toute façon, parce que c'est quand même, il y a un personnage qui a, en tout cas, auquel c'est le personnage de Forolo. Hein, de Forolo, je ne sais pas pour ceux qui ont lu le fils de pauvre. Et puis après, dans cette perspective, je dis, bon, très très intéressant, parce que déjà, il y a cette perspective juvénile, il y a également Fitofola de Abdelmjid Bujloul, et l'enfant prend la parole pour parler d'un certain nombre de... Bon, il fait son autobiographie, mais bon, de toute façon, tout est raconté par le prisme d'un enfant. Et cette période, donc après les années 50, il y a, comment il s'appelle, Ahmed Abdeslam Al-Qali, qui a publié son premier texte. Donc ça a été publié, je pense, en série. Et puis après, il va publier d'autres textes. Et ça a commencé, en tout cas, les publications généralement ont commencé à voir le jour entre généralement 1980 et je dirais 1990. Donc là, moi j'ai recensé en tout et pour tout 419 titres, dont bien entendu 416 titres, c'est des titres en arabe, ce qui fait à peu près 85% des publications pendant 1990, c'était des publications en arabe, contre, bien entendu, à l'époque 64, qui étaient des publications en français. Ça veut dire ce qui fait à peu près 15%. Et également dans cette période, il n'y a pas vraiment la notion d'édition. Hein. C'est des imprimeurs, hein, parce que les maisons d'édition, en tout cas, on peut les considérer comme des éditions. Donc, parce qu'à l'époque, ce qui existe, c'est ça. Il y avait Dar Taqafa, Dar Nashr al-Ma'rifa, Dar Rashad al-Haditha, et ces institutions ont publié, je dirais, plus de 95% de ces publications. Et généralement, ces publications, ils ont été présentées comme étant, également, c'était ça, c'était la vision que nous avons de cette littérature, c'est-à-dire une littérature
qui est une littérature d'apprentissage, une littérature très, très pédagogique, liée au programme, liée, etc., etc. Et moi, j'ai essayé de faire le dépouillement d'un certain nombre de catalogues de ces maisons d'édition. Les livres, ils ont été présentés avec les manuels scolaires. Et ça nous montre déjà l'état d'esprit où s'inscrit, en tout cas, la réflexion de l'imprimeur. C'est des livres donc, qui accompagnent les... Et d'ailleurs, les publications qui ont vu le jour, parce que bon, il y a un certain nombre de publications, notamment les publications à coloration historique. Il y a un certain nombre de... Les publications à coloration historique, c'est presque des leçons d'histoire qui se répètent pour accompagner le programme, que ce soit au collège, que ce soit au primaire, etc., etc. Et ici, on voit naître toute une génération d'écrivains. Il y a Ahmed al-Islam al-Qali, qui fait également l'objet de mon étude dans ce livre. Vous avez Abdelatif Ben Hida, Ahmed al-Bakri Sbaï, Mokhtar Debbar, Abdelaziz Shbabou, Abdelfattah al-Azraq, Mohamed Meslak, Mohamed Ali al-Arbawi, qui est un grand poète, etc., etc. Et tout également, c'est une génération qui ont également la même mise sur l'édition jeunesse à l'époque, parce que plus également de 80% de la production a été faite par ces écrivains. Et avec, bien entendu, la dominante de publications à coloration religieuse, il y a beaucoup de textes. Par exemple, Qisas al-Anbiya, Qisas al-I'jaz al-Ilmi fi al-Qur'an. Il y a certains textes même qui sont un petit peu surdimensionnés par rapport au niveau de la langue et par rapport, par exemple, l'I'jaz al-Ilmi fi al-Qur'an. Et puis, c'est des trucs qui sont liés à l'enfant, mais bon, ça également, c'est un travail de réception que les chercheurs, bien sûr, que vous êtes, doivent faire. Vous avez le récit religieux, et puis vous avez beaucoup de traductions. Ce que ça également, c'est la chose la mieux partagée avec les autres pays arabes. Il y a beaucoup de traductions. En plus, bien entendu, de la consommation du produit étranger. Et je pense qu'il noie et qui fait de l'ombre à notre production locale, notamment la production. Et je parle des années 70, des années 80, notamment toute la production qui nous vient de l'Égypte, qui nous vient de Liban, qui nous vient de l'Irak, qui nous vient, bien entendu, de la Syrie, etc., qui est, bien entendu, qui est très, très dominante. Après, donc, il y a la période, je dirais, la période de 1991 jusqu'aujourd'hui. Donc là, une partie, bien entendu, de l'ancienne génération, elle est toujours là. Je ne dirais pas qu'ils font, il y a ceux qui font du bon travail, mais bon, de toute façon, quand on fait de l'histoire littéraire, il faut tout prendre. Il faut tout prendre. Et puis après, c'est au lecteur de juger. Donc, il y a certains qui sont victimes, par exemple, de la forme. Hein. Il y a de très beaux textes. Par exemple, l'Arbi Ben Jelloun, il fait un excellent travail. Mais la façon de les publier, c'est un petit peu, ça laisse désirer. Donc, il faut... Et donc là, le 1998, je pense que ça va être le deuxième baptême donc, de la littérature de jeunesse. Pourquoi? Parce que on va assister donc à la première maison d'édition spécialisée, voilà, dans l'édition jeunesse, c'est les éditions Yomad, qui a commencé en faisant un excellent travail. C'est vrai qu'au début, c'est une maison d'édition qui faisait que publication de livres en français. Ça veut dire que c'est une littérature francophone. Donc ça a été quand même une tâche, je dirais, noire. Alors que un pilier, je dirais, un mazéro, arabo, franco, etc., etc. Donc là, moi, je pense qu'il faut varier. Et ça a fonctionné comme ça pendant une décennie, hein, une décennie. Donc il y a que... Et puis,
c'est dans la grande majorité des textes, des publications qui ont été sponsorisés, aidés par le bureau du livre de l'ambassade de France au Maroc. Et puis l'autre question, c'était également qu'est-ce qu'on publie. Donc là, généralement, la première génération, c'était des écrivains déjà connus, qui ont déjà publié pour les adultes. Hein. Vous avez sachant que Driss Shraibi, ça a juste une petite nuance. Les aventures de Lankel à la télévision, maître d'école, etc. Donc il a publié 3 textes. Ça a été publié dans les années 80. Moi j'ai cherché, ça a été déjà publié ici, ça a été publié en France, et puis on les a récupérés pour les republier au Maroc. Bon, peu importe. Donc là, on a publié Shraibi, on a publié Mazini, on a publié comment il s'appelle, Fouad Laroui, etc., etc. Et même pour Moustapha Bouinia, ça va venir après, mais on a démarré avec Labi, Mazini, etc., etc. Pour, moi, je pense que c'est l'éditeur, il cherchait bien sûr la légitimité, donc on cherche la légitimité par les noms, on cherche la légitimité par la langue, etc., etc. Donc là, ça a donné. Ça a donné, bon, il y a à vrai dire, il y a certains textes qui sont de très très beaux textes, il y a d'autres donc qu'il fallait, et puis après, ça a démarré comme ça, et on va voir également d'autres maisons d'édition. Marsam, il a créé un secteur jeunesse, il y avait la Croisée du Chemin qui a également, je dirais, développer un secteur pour les enfants, pour les jeunes. Et puis, il y avait Yanbou Al-Kitab qui a démarré en 2006 également pour se spécialiser uniquement avec une ligne éditoriale bien déterminée en s'appuyant sur publier, en visant notamment le côté qui est lié au patrimoine et à la tradition marocaine. Donc là, c'est vrai qu'au départ, il y avait, comme je l'ai mentionné, qu'est-ce qui a été publié, qu'est-ce qu'on publie. Donc, il y a il y a toujours du conte. Le conte, il est là. Il y a certains récits de première lecture. On a tenté même de publier certains récits pour ados, c'est-à-dire à partir de 12 ans jusqu'à 16 ans pour certains. Et puis, l'autre caractéristique, c'est que quand on dit littérature de jeunesse, comme vous l'avez bien signalé, c'est le fond et la forme. Parce que au niveau du fond, au niveau de la forme, généralement, il est au service du fond. Et pour votre information, dans la grande majorité des textes, notamment quand on travaille sur un album, l'histoire, ça commence à partir bien sûr de la jaquette. Hein. À partir de la jaquette, vous avez des illustrations. Et des fois, on a un récit qui est circulaire. Ça commence ici, ça se termine. On peut le lire de la fin, du début à la fin, de la fin au début, etc., etc. Vous pouvez même avoir des... Et là, on a essayé, bien entendu, de travailler sur ce côté, notamment les illustrations. Et là, c'est un grand défi pour la littérature de jeunesse. Pourquoi? Parce que on a de très bons artistes au Maroc, mais on n'a pas d'illustrateurs. L'illustrateur, bien sûr, c'est quand l'illustrateur, c'est quoi? Bon, c'est vrai qu'il y a le côté artistique, il y a le côté esthétique, il y a le côté, mais l'illustration, ça, c'est une sorte, en tout cas, de narration visuelle. Parce que dans un texte, notamment l'album, vous pouvez avoir, ou le conte, vous pouvez avoir les deux récits. Vous pouvez avoir un récit visuel et vous pouvez avoir un récit textuel. Ils se complètent, ils se dépassent, ils rentrent dans la redondance, etc., etc. Ça, c'est bien sûr, je pense que dans le futur très proche, ça pourrait être, je dirais, l'objet de certains travaux, le récit visuel, le récit textuel, dans certains contes, dans certaines histoires. Mais c'était très intéressant. Donc là, le défi, un grand défi de la littérature aujourd'hui, c'est de trouver les illustrateurs. Donc là, on a fait appel à beaucoup d'illustrateurs étrangers.
C'est pour cette raison-là, des fois, on qualifiait, oui, la littérature de jeunesse marocaine, à un certain moment, donc on se moquait, on disait, oui, c'est la littérature française, francophone, publiée au Maroc. Donc là, pourquoi? Parce que on trouve que du nom d'étrangers, il y a notamment les illustrateurs. Donc, et là, également, il y a un grand problème, parce que quand le travail, généralement, la publication pour la jeunesse, il faut un travail, notamment, c'est le livre, il est écrit à quatre mains, comme on dit, il faut qu'il y ait un travail de concertation. L'illustrateur doit habiter le texte. Ce qui fait qu'on se trouve avec des textes parfois marocains, avec des illustrateurs étrangers, et on a parfois des horreurs, hein, vraiment au niveau de l'illustrateur, parce que vous avez des Marocains avec des têtes de manga. Des Marocains avec de manga. Pourquoi? Parce que la personne qui fait l'illustration, il est conditionné par ses lectures, il est conditionné par sa lecture, il est conditionné, et là je parle, ou bien par sa culture. Moi, je prends un exemple. Un exemple, bon, malheureusement, je ne l'ai pas ramené avec moi, j'ai ramené quelques textes, mais par exemple, le conte de l'Abi, Saïda et les voleurs de soleil, qui est un conte qui est extrait des chemins des Ordali, qui, en tout cas, racontait, je dirais l'histoire de Saïd al-Mbi, qui a été incarcéré, qui est mort. Donc là, il y avait une édition qui a été faite en France chez Messidor La Farandole, c'était dans les années 80, et qui a été illustrée par l'Arbi Sban, qui est un caricaturiste marocain, mais une très très belle édition, avec des illustrations magnifiques. Ah, Marsam, il a fait la réédition, c'était une jeune Française qui l'a illustré, mais c'est vraiment l'horreur, hein. Mais c'est pas du tout réussi. Donc là, il y a ça, parce que moi je pense que c'est ça, parce que quand on est illustrateur, bon, certes, il faut habiter l'histoire, il faut faire parler les personnages, et généralement dans beaucoup de textes marocains qui sont des textes parfois de patrimoine, les illustrations ne sont pas réussies. Il y a une seule, d'ailleurs, là je travaille là-dessus dernièrement, c'était Françoise Jouard, qui fait un travail magnifique. Mais elle, qui fait un travail au niveau de l'illustration, par exemple, on trouve de la calligraphie, on trouve des miniatures, on trouve... Ça, c'est un travail vraiment réussi. Donc, notamment que ce soit pour les textes, certains textes issus du patrimoine marocain, que ce soit pour certains textes, bien sûr. Donc là, ce problème, vraiment, c'est un point noir, hein. Et puis après, il y a tout un travail qui a été vraiment fait sur la forme par les éditeurs, donc il faut le reconnaître. Il y a plusieurs formats, donc on assiste au grand format, des formats en accordéon, des formats à l'italien qui sont un petit peu... Et là, j'ai ramené avec moi quelques exemples. Par exemple, ça, c'est un chien à Marrakech. Ça, là également, ça a été très bien fait parce que l'illustratrice, donc, qui est colombienne, mais qui vit à Fès, donc qui vit au Maroc, c'est la femme d'un ami et qui fait un excellent travail. Donc, ça, c'est un petit peu... Ça, par exemple, ça, c'est un petit peu raté. Ça, c'est un petit peu raté. Vraiment, c'est un petit peu raté puisque ça me rappelle les images d'un manuel scolaire. Hein. C'est pas... Et puis, tiens, c'est elle qui a illustré, c'est Julie Bernier-Roland, c'est elle qui a illustré Saïda les voleurs du soleil. Et puis, ça, c'est du Bouinian. Ça également, c'est très réussi. C'est Cristina Torres qui a fait ça. Donc, mais elle, il vit au Maroc depuis un certain moment et c'est une grande artiste. Bon, c'est juste pour un petit rappel pour le Maroc. Et puis, bon, il y a un certain nombre. Il faut dire que la littérature de jeunesse au Maroc, moi, je pense que depuis les années 90, fin des années 90, début des années, ça commence en quelque sorte à bouger. Bon, certes,
Il y a des travaux sur le plan de recherche qui sont en train de se faire. Il y a un master ou deux qui sont mis en place à Casablanca, à Kenitra, à Rabat, et ici même, je viens de l'apprendre, à Fès donc également. Et puis, quand on dit littérature de jeunesse, l'institution, donc, une littérature, l'institution, la littérature, un genre, pour qu'il soit reconnu, il faut également des efforts de consécration. Et je pense que les institutions de consécration, c'est la critique, c'est la recherche, et c'est les prix également. Donc là, le prix, je dirais, le prix Atlas. Donc depuis 2001, donc il y avait le prix Atlas. Donc Mazini, il a eu le prix Atlas en 2001, Laroui en 2005, Labi également en 2005. Et puis en 2011, donc c'est le dernier, j'étais même membre du jury, donc c'est Mehdi de Grancourt pour Raconte-moi Ibn Battuta. Et je pense que également pour côté consécration, le prix du Maroc, Jaïzat al-Maghrib al-Kitab, depuis 3 ans, il a réservé bien sûr également un prix pour la littérature de jeunesse. Et je pense que ça, c'est très très important. C'est très très important. Bon, c'est vrai que le problème qui se pose, c'est que la connaissance, c'est le circuit, la circulation du savoir, et puis la représentativité générique. Par exemple, on a beaucoup de contes, on a beaucoup de textes de première lecture, mais on n'a pas de documentaire. Et puis, il y a un certain... En tout cas, c'est ce qui justifiait, ça pourrait être une petite transition pour parler un petit peu de cette réflexion, qui est une réflexion modeste autour de 5 auteurs. Mustafa Bouinian, Ahmed Abdeslam al-Bqali, Drish Sraibi, Mustafa Bouinian et Fouad Laroui. Donc, pourquoi j'ai essayé en quelque sorte de choisir ces écrivains pour plusieurs raisons. Hein. Ahmed Abdeslam al-Bqali, c'est un fondateur. Moi, je pense que Ahmed Abdeslam al-Bqali, il est le seul écrivain marocain, en tout cas pour la jeunesse, il écrit en arabe, qui n'a pas eu ce qu'il méritait. C'est un grand écrivain, et je dirais même, il est l'un des écrivains, il était le seul à instaurer une certaine poétique, c'est-à-dire comment écrire pour les jeunes. Et là, j'ai pu avoir la main sur ce texte, donc difficilement. Donc, il a fait une petite réflexion au niveau, bien sûr, des choses à prendre, que ce soit au niveau de l'action, au niveau du personnage, au niveau même de la tétralogie. Donc la tétralogie, quand on voit sa tétralogie, qui est, je dirais, un lieu où s'instaure le contrat de lecture, il est très très bien travaillé. Et puis c'est quelqu'un également qui a touché à tous les genres. Vraiment. Vous avez le policier, vous avez le récit historique, vous avez un peu de science-fiction également, etc., etc. Mais ces textes ne sont pas connus, ne sont pas véhiculés. Bon, ils sont publiés, certes, oui, vous pouvez les trouver, mais je pense que la critique littéraire, la réception, il peut donner une deuxième naissance à ce grand écrivain qui a fait beaucoup de choses et qui a même tenté d'écrire un personnage. Et ça, c'est très, très intéressant. Vous avez le personnage de Lello, qui est chez lui, qui est très présent, qui est là, donc... Et puis, vous avez beaucoup d'humour également, un côté carnavalesque, etc., etc. Le Drish Sraibi, bien sûr, Drish Sraibi, il y a une chose, moi, j'ai lu L'Ankhal à la télévision, L'Ankhal maître d'école, donc là, c'est trois récits. Bon, c'est vrai qu'il a un texte qui s'intitule L'âne, et vous pouvez trouver également certains de ces personnages, notamment l'inspecteur Ali, dans ces textes. C'est des textes, bien entendu, qui font réfléchir. Hein. C'est pour amener les enfants à la réflexion. Et c'est ça ce qui est très, très important chez Sraibi. Et puis, bon, Sraibi, également, c'est quelqu'un, c'est à l'intérieur duquel il y a toujours un enfant, Sraibi. Donc, et c'est ça, donc vous avez le côté humoristique, c'est une façon également pour mettre en question un certain nombre de la société, répondre à certaines inquiétudes de l'enfant, battre en brèche un certain nombre de systèmes, notamment
l'éducation, la pédagogie, parce que, bon, de toute façon, pour parler, par exemple, ce qu'on appelle la pédagogie active, etc., donc il l'a fait en quelques mots. Vous avez l'Ankhel qui transporte les enfants à l'école, et puis à un certain moment, la maîtresse n'est pas là, donc il les a invités à faire la cour dans, pourquoi pas ne pas faire la cour dans, je dirais, la cour, l'enseignement en pleine nature. Donc là, ça, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de réflexions. Et puis vous avez Habib Mazini qui est écrivain. Pourquoi? Parce qu'il est l'un des rares écrivains à être fidèle à cette ligne éditoriale. Lui et Mustafa Bouynian, que vous allez bien sûr accueillir ultérieurement. Pourquoi? Parce que tous les écrivains, en tout cas, qui ont été consacrés, qui sont connus, etc., ils ne, prenons par exemple Labi, il n'a pas continué. Donc il a publié Comment Nassim a mangé sa tomate. Et ça y est, parce que c'est une publication sur commande. Le Fouad Aroui, il a publié 2 textes qui sont magnifiques d'ailleurs. Il me l'a dit, c'était sur commande. On lui a demandé de publier, donc il l'a fait. Mais à un certain moment, il a abandonné mais Bouynian et Mazini, c'est très très intéressant. Pourquoi? Parce que en plus, il y a un côté novateur, il y a un côté, je dirais, avant-gardiste dans ce qu'ils font, que ce soit pour le conte, ou que ce soit pour les récits de première lecture. Parce que on travaille sur un certain nombre de questions qui sont liées à la société. Par exemple, Mazini, il a publié un texte qui s'appelle La guerre des poubelles. Je ne sais pas si je l'ai. Il a publié un texte qui s'intitule La guerre des poubelles. Ça, c'est un texte pour, oui, on peut dire pour les adolescents avec des petites questions vers la fin, etc., etc. Mais ça vraiment, c'était Casablanca. C'était en tout cas la vie parallèle à Casablanca, c'est-à-dire la vie dans les igloos. Vous avez des personnages, c'est des blattes, c'est-à-dire les cafards, les cigognes qui se bataillent. En tout cas, ils reprennent c'est en quelque sorte comment appelle-t-on ça? En tout cas, c'est fait il essaye en tout cas c'est comme la guerre des étoiles, hein. C'est la guerre des poubelles. Donc là, donc vous avez une société de cafards qui vit dans les igloos, vous avez les chats, vous avez les cigognes, et donc là, chacun essaye de défendre, bien entendu, son droit, bien sûr, à la vie. Et je dirais l'ancrage, en tout cas, de cette guerre, c'était les poubelles Hachakoum. Donc là, mais ça a été écrit avec un style sarcastique et ça vous donne un certain nombre de choses sur notre société humaine également, parce que c'était ça, c'est un petit roman métaphore, donc il reprend un certain nombre de choses. Et tout se passe, bien sûr, au quartier Ma'arif, où il y avait, donc là, vous voyez, donc là, vous avez des dialogues entre les cafards, et puis pour les poubelles des riches, les poubelles des pauvres. Donc là, les poubelles des riches qui sont bien garnies, les autres, il n'y a rien à manger. Et puis les histoires de kidnapping, donc les cafards qui arrêtent. Bon, il y a un certain nombre de choses, c'était très très intéressant. Et ça également, qui a tué le caniche, c'est également une satire sociale, hein, de la société UP de Casablanca, notamment, et l'histoire, ça se passe au lycée, au lycée français de Casablanca. Et c'est une littérature qui a une tonalité urbaine, mais c'est une littérature également qui a un côté dystopique qui permet bien entendu de revenir sur un certain écrivain également qui a repensé, je dirais, le conte pour la jeunesse. Pourquoi? Parce que il a fait du conte, de certains de ces textes, une unité, je dirais, narrative qui assoit une axiologie tacite, qui véhicule un certain nombre de valeurs humaines qui sont inscrites dans l'air du temps. Je vous donne par exemple un texte que je n'ai pas ramené,
qui s'intitule La querelle des couleurs. La querelle des couleurs, moi j'aime beaucoup ce texte. Pourquoi? Parce que ça peut vous servir en tant qu'enseignant, enseignante, d'ancrage pour parler par exemple de la différence avec les enfants. Et au jour d'aujourd'hui, la littérature de jeunesse, ça sert à ça. Hein? Là, en France, j'ai ramené quelques livres. Par exemple, la question de la timidité. Vous avez des histoires, une petite histoire fictionnelle sur la timidité, mais vous avez un ancrage pour parler avec les enfants, etc., etc. Vous avez, par exemple, on parle aujourd'hui des soft skills, hein, vous avez ça, la confiance et l'estime de soi. C'était dans la collection Les Petites Histoires. Et c'était très, très intéressant. Vous avez une petite histoire, un ancrage, parce que l'enfant, il a besoin de ça. Moi, honnêtement, pour moi-même, personnellement, je me sers beaucoup de certaines collections, notamment les collections à vocation documentaire. Vous avez, par exemple, pour les mensonges, pour parler des mensonges, vous avez un certain nombre de choses pour ça. Donc là, pour revenir à cette histoire de... D'ailleurs, je l'ai traité également ici de la querelle des couleurs. Donc là, on parle de la différence. C'est un entretien. C'est un entretien. Ça se passe dans l'atelier d'un peintre et c'est un débat entre plusieurs couleurs. Chacun essaye de se faire valoir, de dire moi je suis beau, je suis belle. L'autre il disait non, 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 moi je suis rouge, je suis la plus belle parce que j'étais aimé par les femmes plus, et ainsi de suite. À un certain moment, donc l'artiste il regarde et leur dit à un certain moment, mais votre beauté, vous la construisez ensemble. Ça veut dire que le rouge, il n'est pas beau que s'il est avec le bleu. Le bleu, il n'est pas beau s'il est avec, etc., etc. Donc là, ici, c'est une façon de parler, bien sûr, de la différence et pour parler également de les questions liées à la tolérance, les questions liées. Donc, vous avez un chien à Marrakech, la même chose. Donc là, c'est l'histoire d'un chien. Donc, et c'est une fiction qui a ce qu'on appelle la fiction documentaire. Donc, vous avez un certain nombre on passe un certain nombre de choses, je ne dirais pas de leçons, mais des choses qui peuvent faire, bien sûr, qui peuvent vous faire penser. Vous avez, par exemple, la question des a priori et des clichés. Et là, Mazzini, il passe pour maître, honnêtement. Vous avez l'arche de Noé, qui regroupe un certain nombre de personnages, et au bout de cette arche, donc, il y avait, je ne sais plus, c'était l'autruche qui a perdu son œuf, et puis là, on cherchait lequel des animaux a volé. Donc là, chacun, oui, tel ou tel animal, il est connu par ceci, le hibou, il est connu par ça. Donc là, on essaye en tout cas de déconstruire un certain nombre de clichés. Le Bloody Moon Amérique, également, il y avait un petit singe qui voulait immigrer, donc il voulait partir à Gibraltar, parce qu'apparemment, il s'est renseigné, les macas, donc les petits singes, ils ont des droits là-bas, donc il voulait partir à Gibraltar. Donc là, et là, pour partir donc à Gibraltar, donc il est parti à Casa. Et à Casa, donc il doit partir